Bonjour à tous, nous sommes les élèves du collège Limeschool et aujourd'hui nous allons vous présenter cette édition de l'Université de la Terre Junior. Nous sommes un collège spécial parce que nous mettons en valeur l'énorme potentiel de chacun. Limeschool nous apprend à avoir confiance en nous et à agir pour un monde meilleur. Croire en son potentiel, c'est essentiel. Nous apprenons aussi à développer notre repère intérieur, cette voix au fond de nous qui nous permet de ressentir ce qui est juste et de faire les bons choix. C'est d'autant plus important dans un monde où les écrans et l'influence des réseaux sociaux sont omniprésents. Nous allons plonger ensemble dans ce monde numérique pour mieux le comprendre et en faire un usage raisonné. Des experts passionnants interviendront tout au long de cette séance pour nous parler des enjeux et des solutions. Mais tout d'abord, laissez-nous vous faire un petit sketch pour entrer dans le vif du sujet. Adam, le livreur arrive dans 2 minutes. Oui, maman, j'arrive. Alors, on mange ? Oui, je finis d'écrire ce message et j'arrive. Bon, Adam, tu m'énerves avec ce téléphone, je te le confisque et ce soir je vais te mettre une limite de temps. Et tu ne poufes pas Mais quand je c'est te pas parle. juste. C'est bon, hein ? C'est bon ce que tu manges ? Ah oui, je viens de le dire. Et toi, t'aimes bien ? Moi je vais manger après parce que là, avec la réunion de demain, il me surcharge de travail. Je crois que maman aussi, elle aurait besoin d'une limite de temps. Internet, on l'utilise tous les jours. Mais sait-on réellement ce que c'est ? À votre avis, toutes ces données sur la toile, le web, ça passe par des tuyaux ? Ah, je vous vois venir. Vous allez sortir votre portable pour regarder sur Google. Inutile aujourd'hui, car Thomas Gerbeau, qui est un spécialiste, est avec nous pour nous éclairer. Dis Thomas, comment ça marche Internet ? Bonjour. Tu pourrais mettre celui-là ? Alors, je vais prendre mon téléphone quand même, hein, parce que sinon ça ne marche pas. Je vais mettre mon petit timer, sinon je vais durer 2 heures. Et on est parti. Comment ça marche Internet ? C'est ça. C'est ce que j'ai écrit. Normalement, ça devrait même passer avec ça. Super. Alors, je vais vous parler d'Internet. Je vais essayer de vous expliquer ce que c'est, même si vous le savez déjà un petit peu, et surtout comment ça marche. Enfin, plutôt ce qu'il y a derrière. Parce que vous... Bon, à part les personnes, à part les adultes, hein, c'est aux enfants que je parle, vous êtes nés avec Internet, en fait, donc pour vous, c'est normal. C'est genre comme si j'essayais d'expliquer ce que c'était que l'eau à un poisson. Pour vous, vous êtes nés avec ça, vous savez très bien ce que c'est, mais vous n'arrivez même pas à imaginer un monde sans Internet. Mais au final, est-ce que vous savez franchement comment ça marche, ce qu'il y a derrière, comment ça a été pensé, tout ça, hein ? Ben non, vous ne savez pas. Donc, on va un petit peu voir ce qu'il y a derrière. On va un peu soulever le capot, voir ce qu'il y a là-dedans. Internet, c'est compliqué. Internet, c'est beaucoup de câbles. C'est beaucoup d'ordinateurs. Ça, c'est des câbles Ethernet. C'est des câbles, l'information, elle passe là-dedans. C'est des data centers. Ça va être des gros ordinateurs qu'on va mettre dans des
dans des grands frigos, parce que les ordinateurs, ils vont forcément, ça va chauffer toute cette histoire. L'information, elle va chauffer quand elle va passer. On a besoin de refroidir tout ça. On va créer des énormes usines de traitement de données avec quoi ? Avec des ordinateurs. On va parler ordinateur câble. Hein. On n'est pas sur les arbres et la forêt et la nature, on est sur de l'ordinateur, sur du silicium, sur du métal. C'est comme ça que ça marche. Même si on a l'impression que le Wi-Fi c'est magique, ça reste du câble. Et ça reste des usines. On dirait un petit peu, ça pourrait être une usine énergétique, on pourrait créer des choses là-dedans, on pourrait créer des pièces en métal, des objets, des jouets. Non, là-dedans on traite de l'information. Il y en a absolument, bon, il n'y en a pas partout, j'exagère un peu, il y en a quand même pas mal, et c'est une très très grosse industrie. Les dessins ne sont pas de moi. J'ai volé ces dessins dans un super livre. J'ai pas le droit de le faire, mais c'est pas très grave. Le faites pas, les enfants. Je leur ai demandé, ils m'ont dit non. Donc, non, mais sans déconner. Je leur ai vraiment demandé, ils m'ont vraiment dit non. Mais je les prends parce que vraiment, ils sont super bien. Vous aurez les références à la fin. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est qu'un réseau. Alors, on va s'occuper essentiellement des deux petits bonhommes qui sont là, hein, qui vont essayer de s'échanger des trucs, de se parler sur Internet. Bon, on a mis un ordinateur parce qu'on est vieux, ça pourrait être un téléphone portable. Un réseau, c'est quoi ? Un réseau, ça va être... c'est l'idée de relier différents objets ensemble. Alors, à la maison, il y a plein d'objets qui sont reliés à Internet, avec 12 guillemets. Il va y avoir votre téléphone, enfin le téléphone des parents, hein, parce que normalement, à 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on n'a pas de téléphone. Hein, on vous voit. Va y avoir l'imprimante, va y avoir évidemment le modem, et plein d'objets, du genre les stores. Moi, à la maison, on a les radiateurs maintenant qui sont connectés. Bon, c'est comme ça. Donc, tous ces objets, ils communiquent entre eux et ils forment un réseau. Un réseau, donc les uns sont vraiment très très bien. Un réseau, on va pouvoir connecter plein de choses, même choses qu'on n'a pas l'impression que c'est des ordinateurs. On peut pouvoir connecter par exemple un appareil photo, alors pas le téléphone, un appareil photo, une caméra, tout ça, ils vont tous se parler dans la maison. Et au final, tout ça, ça va converger vers la box Internet. Hein, et là où l'arrivée, l'échange d'informations avec l'extérieur va se faire avec cette boîte Internet. Le Wi-Fi aussi, c'est pareil. Tout ça, ça va connecter avec cette boîte. Et au final, cette boîte, donc ce modem, on va dire, ce routeur, cette petite boîte, cette box, en fait, elle va être connectée, elle, via du cuivre, hein, donc des câbles qui sortent de la maison d'habitude, qu'on voit un peu comme les lignes électriques. Ça va être connecté à d'autres ordinateurs, qui vont être connectés à plein d'autres gros ordinateurs, pour arriver chez votre copain. On va parler de tous ces câbles-là. Donc Internet, ça veut dire Internetwork. C'est un réseau de réseaux. Donc on a mis des réseaux en réseau. Ok, alors comment on fait ça, Thomas ? C'est super intéressant, c'est super compliqué, ça pourrait prendre des heures et honnêtement, je ne maîtrise pas tout. Mais on a réussi à trouver dans les années 80 un moyen de connecter tous ces réseaux ensemble pour faire en sorte que n'importe quelle personne, à n'importe quel endroit dans le monde, s'il a un petit bout du réseau, il puisse parler avec son pote qui est à l'autre bout du monde. Ça a été très très long, c'est une industrie assez énorme. Ça a pris du temps, mais aujourd'hui ça marche et ça marche très très bien. Donc on a fait un réseau de réseaux pour faire circuler l'information. Ce qui nous intéresse dans le cadre d'Internet, c'est uniquement de l'information. Il n'y a pas de choses matérielles. On ne va pas déplacer des atomes, on ne va pas déplacer des petites briques de matière, on va déplacer de l'information, du 0 et du 1. Okay ? Donc il va y avoir des humains qui vont se parler entre eux, échanger, vont faire des choses entre eux via des ordinateurs, via des serveurs. Serveur, c'est un gros ordinateur. La mise en page n'a pas bien passé. J'avais fait des trucs assez jolis normalement. Donc on va déjà mettre un petit peu de nombre. Moi, je suis physicien. Je travaillais dans la physique avant, dans les grosses machines, et on aime bien les nombres, nous. Quand on est en physique, on aime bien les nombres. Je ne sais plus à combien de temps j'en suis. Donc on estime à peu près, c'est des chiffres d'il y a quelques années, qu'il y avait plus de 4 milliards d'utilisateurs de smartphones dans le monde. Alors, en fait, on va pouvoir remplacer utilisateurs de smartphone par être humain. Hein, ce sera plus rapide. Donc, l'idée qu'il y a derrière, c'est que chaque personne a un téléphone, voire peut-être même plusieurs. Ça fait à peu près, on va dire 4 milliards. L'ordre de grandeur, c'est la population humaine. Il se trouve qu'il y a beaucoup plus d'ordinateurs que d'humains.
Le chiffre là, c'est 100 milliards. Donc en fait, on a déjà perdu. Quand ceux qui parlent de grand remplacement ont loupé le coche. Il y a plus d'ordinateurs, mais largement plus que d'êtres humains. Est-ce que c'est un problème? Pas du tout, parce qu'on les contrôle complètement. On estime aux États-Unis, parce que les stats sont faits aux États-Unis, qu'il y a environ 10 ordinateurs par maison. Je pense que maintenant, ça a monté un peu plus. 10 ordinateurs. Et un téléphone, c'est un ordinateur. Et donc, il y a des machines absolument partout, dans la maison. On parle des machines qu'on voit, celles qu'on ne voit pas. Votre frigo, il peut être connecté. Votre télé, maintenant, elle est connectée à Internet. Votre voiture, les voitures qui conduisent toutes seules ou qui conduisent presque toutes seules, elles arrivent à faire ça parce qu'elles sont connectées à Internet. En fait, beaucoup d'objets électroniques sont connectés à Internet. Vos volets à la maison, maintenant, le sont. Enfin, peut-être s'ils sont récents. Je ne dis pas que c'est bien, je constate. Donc on a plein de machines. Il y en a des machines et des hommes. Alors les adultes vont se rendre compte un peu du lien avec des souris et des hommes. Des machines et des hommes qui vont travailler ensemble et qui vont interagir ensemble. Alors ce qui est sympa, c'est qu'on n'est pas du tout pareil, nous et les machines. Alors elles ont un... Ouais, j'aurais pas dû mettre sur l'avant ce que vous avez à lire là. Lisez pas. Nous, on a un cerveau mou, vous savez, nous les êtres humains, et puis les choses vivantes, on a souvent un cerveau mou. Les machines, elles ont un cerveau dur. Nous, c'est fait en neurones, fondamentalement en eau, puis un petit peu en carbone et tout ça. Les ordinateurs, ils ont un cerveau fait en silicium. Le silicium, c'est du sable. Nous, les cerveaux mous et les cerveaux durs, on va bien travailler ensemble. Et cette citation absolument géniale de Gérard Berry, qui est quelqu'un de très sérieux, de très intelligent, qui a travaillé dans plein d'organismes et qui est au Collège de France, nous expliquait que l'homme et l'ordinateur sont totalement opposés. L'ordinateur, il est lent. L'homme, il est lent, il est peu rigoureux et très intuitif. On pense beaucoup, on rêve, on est comme ça. L'ordinateur, c'est l'opposé. Il est super rapide, il est super rigoureux et il est complètement idiot. C'est-à-dire que les ordinateurs, ça on ne vous l'a pas dit les enfants, on vous dit que c'est intelligent, mais en fait pas du tout. Les ordinateurs, ils sont tout à fait bêtes. C'est-à-dire qu'ils ne comprennent rien. Mais franchement rien. Quand on entend parler d'intelligence artificielle, dites-vous bien que l'ordinateur, il ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Il comprend parce qu'on lui a expliqué les choses. Et comme il est un petit peu bébête, il faut lui expliquer les choses très 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 précisément. Mais une fois qu'on lui a expliqué, alors là, il va vite, il dépote. Et il ne fait jamais d'erreur. C'est la différence avec nous. Vous réfléchirez, nous, on va quand même pas si vite que ça. Et donc, le but du jeu, c'est de réussir à mettre tous ces gens ensemble. Okay, on a réussi à faire ce réseau-là, on a branché des ordi et des humains ensemble, on travaille ensemble. Maintenant, ok Thomas, c'est bien ce que tu me racontes. Moi, ça m'intéresse pas. Parce que moi, ce qui m'intéresse, c'est de prendre mon téléphone WhatsApp et d'envoyer une photo d'un truc rigolo que je fais à mon copain ou à mes grands-parents. Mais comment on fait pour envoyer des images sur Internet ? Parce que, on a le téléphone, on prend la photo, mais au final, déjà, par où ça passe, comment on fait, comment on découpe l'image en morceaux, comment on fait ça? Est-ce que vous avez réfléchi un peu à ça? Non, pour vous, c'est normal. Mais les adultes non plus, ils ne savent pas comment on fait, ça peut vous rassurer. Ils font, nous, on sait très bien comment ça marche parce qu'on passe notre journée devant l'ordinateur, dans une grande entreprise, tout ça, mais en fait, les gens, ils ne savent pas. Ils ne savent pas parce qu'on ne leur a pas expliqué. Ils ne vont pas l'inventer. Moi, je vais vous dire comment ça marche. En fait, on va prendre l'image, on va prendre une photo, on va prendre l'image et on la met on va prendre le téléphone, c'est plus facile. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va découper cette image en paquets. En petits paquets. Là, on a fait quelque chose de pas super sympa avec le bonhomme, là. On a pris le chat, et on l'a mis dans un paquet, comme il était un petit peu gros, on a coupé en 3 morceaux, on l'a mis dans 3 paquets différents. Ne faites pas ça avec vos animaux, ça va pas vraiment leur plaire. Mais l'idée, elle est là, c'est qu'on va couper l'image en petits paquets, on va mettre une adresse et on va l'envoyer. Donc, j'ai pris l'image de mon copain en photo, je découpe en petits paquets, et je vais transformer ça en binaire. En 0 et en 1. Et après, je vais l'envoyer. Alors, c'est compliqué. On a des moyens mathématiques, techniques, pour transformer une image en un tableau de nombres. L'image, on va dire que c'est plein de chiffres. Des chiffres qui vont de 0 à, on va dire, 1 million. Mais l'ordinateur, 1 million, ça lui plaît pas trop. Lui, il aime le 0 et le 1. 0, ça passe pas. 1, ça passe. Et puis, les mathématiques... de toute façon, vous avez appris la base 2, je pense. Les mathématiques, les enfants, les adultes aussi, mais vous avez oublié. Les mathématiques... ou la base 12, si vous voulez. En fait, on met ça, on dit que finalement, l'image, c'est exactement pareil qu'une suite de 0 et de 1. Et ces 0 et de 1, et c'est vrai, c'est strictement équivalent. Et ces 0 et ces 1, on va les envoyer
dans des fils électriques. Voilà, le petit bonhomme, il allume des trucs, c'est des 0 et des 1. C'est comme ça que ça marche. Ça a l'air complètement bête, c'est comme ça que ça marche. Et ça marche parce que ça va très très vite. Donc, mon petit bonhomme, il est en haut à gauche, il prend sa photo, il découpe la photo en petits paquets, il la transforme en 0 et en 1, il la fait passer dans les câbles électriques, ça passe là-dedans, tac, 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 ça passe par tous les serveurs qu'on a vus tout à l'heure, ça passe dans les câbles qu'on a vus, ça arrive chez le copain, et son téléphone, son WhatsApp ou j'en sais rien, il va reprendre les petits paquets, il va reconstruire l'image. Il va faire l'opération inverse et il va afficher très intelligemment l'image du copain sur la tablette ou sur le téléphone. Voilà, c'est facile. Ça marche pour des images, ça marche pour absolument tout. Donc il y a différents niveaux d'abstraction, de représentation de l'information. Ok ? On va traduire l'image pour l'ordinateur. Comment on va faire ça ? C'est là où je vais un peu vous paumer, mais bon, en même temps, c'est facile. Parce qu'au final, on s'est dit qu'on allait créer des règles de transformation de toutes ces informations. On va transformer cette image ensuite de 0 et de 1, mais ce n'est pas juste des 0 et des 1 qu'on va balancer. On va structurer tout ça de manière très intelligente et surtout très robuste pour permettre pour des soucis techniques en fait, parce que le réseau il est compliqué, il marche quand même pas toujours très très bien, parfois on perd un peu les informations, bon, on a besoin de réfléchir et donc on a des protocoles, c'est-à-dire des règles communes de transmission d'informations qui ont été créées au début du web, donc dans les années 90, ça a bien évolué, mais fondamentalement l'idée n'a pas changé et on se sert de ces protocoles. Les informaticiens, dont je fais partie, on travaille sur ces protocoles et on s'en sert. On va transformer cette information en données, en data qu'on va organiser, on va mettre des petites étiquettes et tout va très bien se passer. On entend beaucoup parler de data, d'information, de données, de révolution numérique, ça c'est pour les parents, d'intelligence artificielle, toutes ces choses-là, c'est du traitement de l'information, c'est du traitement de ces 0 et ce 1. Les enfants, ça vous intéresse ça. Alors peut-être pas maintenant tout de suite, mais ça va vous intéresser parce qu'au final, une bonne partie de votre vie, de notre vie, elle est intéressée par ce traitement de l'information. On l'a tous les jours devant nous. Bon, ça, je ne vais pas vous expliquer, c'est franchement pas intéressant. Ok, donc vous avez compris qu'on réussit à casser finalement mon information en petits paquets. Ces petits paquets, on va les transformer en 0 et en 1. Et puis après, j'ai dit qu'on allait envoyer tout ça sur les câbles électriques. Donc il y a une infrastructure. Parce que moi j'habite du côté de Marseille. Si j'envoie une photo de ma fille qui a 6 ans à ses grands-parents qui sont à Paris et bientôt à Angers, moi, je n'ai pas un câble qui part de la maison et qui arrive chez eux. Enfin, il n'y a pas un câble où il y a écrit Thomas dessus. En fait, ça ne passe pas par là. Ça va remonter par tous les gens de Marseille. Ils vont envoyer l'information ça va passer dans un gros câble, on va dire, même si ce n'est pas vrai, mais on va dire que c'est à peu près vrai. L'idée est là. Ça remonte par le TGV. On va dire que ça suit la voie ferrée et ça arrive à Paris. Donc on va transformer tous les petits chemins qu'on a chez nous en routes un peu plus grosses. Et après, finalement, ça va presque faire des autoroutes. Et c'est une très bonne image, en fait. Ça marche super bien. C'est pas moi qui l'ai inventé, je vous rassure. C'est une très, très bonne image. On va tirer des routes de chaque maison, peut-être même entre chaque objet, entre chaque téléphone, télé, n'importe quoi, ordinateur, volet, frigo. On va créer ces petites routes, et c'est comme les petits ruisseaux font les grandes rivières, et c'est exactement pareil. Et on va tout agréger, parce que ça n'a pas trop de sens de faire une route spécialement pour moi, parce que ça coûte beaucoup trop cher, je suis très important, mais quand même pas à ce point-là. Et donc pareil pour chez vous, on va avoir toutes ces petites routes qui vont finalement converger vers des routes de plus en plus grosses, ok ? Jusqu'à faire des autoroutes. Alors... c'était les années 2000, 2005, les autoroutes de l'information, ça nous a fait beaucoup rigoler. On parle c'était il y a vraiment longtemps. Ça fait complètement vieux maintenant, mais c'est vraiment ça. C'est des autoroutes et c'est des autoroutes d'autoroutes. On a des câbles qui passent en France évidemment, en Europe, qui passent de l'Europe aux États-Unis. Il y a des câbles sous-marins où l'information elle passe. C'est des petits câbles. Ils sont pas très gros, ils coûtent très cher, mais ils sont pas très gros. Il y en a plein et ça circule et ça reste câblé.
On pourrait parler un peu de l'information qui passe par les satellites, mais il n'y en a pas beaucoup. Ça reste du câble. Et donc, toutes ces autoroutes de l'information, elles vont transmettre l'information. Voilà, ça reste du câble, du physique, du béton, parce qu'il faut les... Voilà, c'est quelque chose de très, très, très concret. Quand on voit le cloud, on imagine qu'il n'y a pas de câble là, parce que c'est bien fait, il n'y a pas de câble. Mais au final, derrière, il y en a forcément beaucoup. Et comme j'ai un petit peu de temps, je suis content, je vais pouvoir parler un petit peu de représentation d'Internet. Parce que mes petits dessins, là, c'est sympa, mais ce n'est pas la réalité. Est-ce qu'on a une carte d'Internet ? Est-ce que ça a un sens de parler de carte d'Internet ? Alors, vu que je pose la question, la réponse va être non, souvent c'est comme ça, mais en fait, oui, il y a quand même une carte, parce qu'au final, si je vais d'ici à Wikipédia, il y a un chemin. Donc s'il y a des chemins pour y aller, c'est qu'il y a des sites, c'est qu'il va y avoir des points plus ou moins gros, il y a des chemins. Donc il y a une carte, il y a une représentation. C'est difficile à faire. Il y a des gens qui se sont amusés, donc ces gens-là par exemple, plutôt ceux-là parce que vous êtes là, ont représenté. Donc en gros, là, ça va être des sites. Bon, on va avoir Microsoft, Facebook, Google, machin, en gros. Et les autres petits, c'est plein d'autres sites qui sont connectés entre eux. Bon, on ne le voit pas, mais c'est compliqué à représenter. Mais en tout cas, on peut imaginer Internet comme une image un petit peu de galaxie. C'est pas mal. Avec, entre les différentes étoiles, qui sont les gros sites qu'on connaît, va y avoir des liens, va y avoir des liens qui sont plus ou moins colorés. C'est comme ça qu'on peut représenter Internet. Parce qu'on aime bien se représenter les choses pour comprendre comment ça marche. Ça marche. Il y a des gens qui ont réfléchi à ça et qui représentent Internet comme une espèce de galaxie. Moi, je trouve que c'est pas mal. Les sites, ça va être les étoiles. Et puis, les petits filaments, ça va être les liens, les gros câbles dont je parlais, là, ou les petits câbles qui arrivent chez vous, qui vont faire transiter l'information. Je trouve que c'est assez intéressant, et puis il faut aller voir un petit peu comment c'est. C'est bien, ça, on représente les choses. Bon, là, ça reste quand même l'ingénieur qui va parler. Il y a des dates un petit peu. Comme il me reste à peu près 1 minute, on va être pas mal. Internet, ça a été inventé en 1989. Vous n'étiez même pas né. Même pas pensé, je pense. Les premiers serveurs web, c'est les années 90. Le premier navigateur pratique, c'était un petit peu après. Vos parents s'en souviennent. Mais vous, les enfants, pas encore. Et après, ça s'est développé. Les grandes entreprises qu'on voit actuellement, dont je pourrais dire beaucoup de mal, ont été créées globalement au siècle dernier. Et alors, pour les adultes, finalement, c'est pas si vieux. Pour les enfants, finalement, c'est pas non plus si vieux dans le sens où, pour vous, Google, c'est quelque chose, peut-être vous connaissez déjà, c'est assez récent, en fait, Google. Ils ont été créés il n'y a pas très très longtemps. Facebook, c'est-à-dire Meta, c'est-à-dire et WhatsApp, c'est assez récent aussi. Ça date de 2004. On ne le voit pas parce que là, c'est parti, mais ça date de 2004, ces histoires. Amazon, qui est absolument... qui est un acteur majeur, c'est-à-dire la majorité des choses qu'on achète sur Internet, en gros, ça passe par Amazon, c'est assez récent. Ça a 25 ans. C'est rien. Tout ce monde qui nous fait, qu'on voit tous les jours, avec lequel on interagit tous les jours, au final, il est assez récent. Il faut garder ça en tête. Pour vous, les enfants, c'est naturel, mais pour nous, en tant qu'adultes, finalement, on a eu une vie avant ça, et ça s'est très bien passé. Non ? Je vous remercie. Pour les nouveaux qui viennent de nous rejoindre, nous avons le plaisir de vous présenter Monsieur No, qui va nous faire chanter des chansons. C'est le créateur des Enfantastiques, un groupe. En fait, il va dans les écoles, il intervient dans des écoles depuis 20 ans pour créer des chansons engagées. Les chansons sont créées par les enfants, chantées par les enfants, pour les enfants, mais elles plaisent aussi beaucoup aux grands. Vous êtes prêts à chanter avec nous ? Les filles, hein. Vous la connaissez bien? On a perdu la boussole. Plus un seul regard, ni bonjour, ni au revoir. Allez, mettez-vous bien. Elle est où la fille? Viens là, la petite demoiselle. Comment elle s'appelle? Raphaël. Viens là, ma chérie.
Mets-toi à ta place. Allez, on chante avec le karaoké qui défile. Hein. Attention, il faut bien partir, il ne faut pas rater le départ. Attention. Plus un seul regard, ni bonjour ni au revoir. Et on tue le temps, aspiré par les écrans. Branchés, connectés, dans nos bulles emprisonnées. La solitude, c'est la nouvelle attitude. On a perdu la boussole, nos vies comme un fil sans parole. On a perdu la boussole, hypnotisés par nos idoles. On a perdu la boussole, sur les réseaux on se console. On a perdu la boussole, et tous nos rêves qui s'envolent. On a perdu la boussole, on a perdu la boussole. Mille amis en rien, et on se serre plus la main. Assis côte à côte, on pense si loin l'un de l'autre. Et on finit même par texto à se dire je t'aime. En consolitaire, c'est la nouvelle manière. On a perdu la boussole, nos vies comme un fil sans parole. On a perdu la boussole, hypnotisés par nos idoles. On a perdu la boussole, sur les réseaux on se console. On a perdu la boussole, et tous nos rêves qui s'envolent. On a perdu la boussole, on a perdu la boussole. Voilà, ma grande. Petit camarade. TikTok, Snapchat, Insta, Facebook. Entre les likes, les stories, les followers, les tweets, il y a de quoi s'y perdre. Enfin, surtout, y perdre du temps. Vous vous êtes déjà retrouvé à passer une bonne heure sur les réseaux sans même vous en rendre compte? À regarder des petits chats, décorer, des tutos. Levez la main pour voir. Vous savez quoi? Anthony Mahé est un spécialiste du sujet. Il est sociologue et va nous expliquer pourquoi on devient vite accro au réseau. Super. Bonjour à tous. Vous avez vu, j'ai levé la main, donc je suis concerné par le sujet dont je vais vous parler là. À titre d'expert et à titre d'utilisateur. Voilà. Je suis sociologue. Alors là, les enfants, je suis sûr que vous ne savez pas ce que c'est un sociologue. On n'entend pas beaucoup parler de ce métier. Juste pour vous expliquer ce que c'est en un mot, vous connaissez les psychologues. Vous savez, alors Sabine, sans vouloir réduire ce métier-là à ça, mais c'est peut-être ceux qui essaient de comprendre les problèmes qu'on a, pourquoi on a des sentiments, etc., qui peuvent nous déranger. On essaie de comprendre des problèmes et on essaie de trouver des solutions. Le psychologue, il fait ça. Le médecin, il essaie de comprendre les différentes maladies que vous pouvez avoir, il va essayer de trouver des solutions. L'écologue, vous en avez vu plein cet après-midi, il va vous parler de pourquoi il y a des problèmes dans l'environnement, pourquoi il y a des espèces qui sont en train de disparaître, et on essaie de trouver des solutions. Le sociologue, lui, s'intéresse à la société. La société, c'est quoi? C'est la vie ensemble. Qu'est-ce qui fait qu'on vit tous ensemble? Et il y a plein de problèmes dans la vie ensemble. Il y a des problèmes de pauvreté, il y a des problèmes de violence. Voilà, il y a plein de problèmes de types très différents, on ne peut pas tous les traiter. Moi, ma spécialité, c'est le problème qu'il y a sur les réseaux sociaux, Internet, tout ça. Donc j'étudie ce sujet-là depuis plusieurs années, et on se rend compte qu'il y a des choses sur ces réseaux sociaux qui peuvent nous rendre accros. Vous savez, la question qui nous réunit aujourd'hui, c'est les écrans nous font-ils du bien? On aura envie de dire de façon caricaturale, les enfants vont dire oui, ça nous fait du bien. Les parents ils vont dire non, surtout pas, ça ne nous fait pas du bien du tout. Voilà, le sociologue, vous savez, il est là, il va dire ça dépend.
Voilà. Donc moi, je suis là pour vous dire ça dépend et en quoi ça dépend. Alors, les réseaux sociaux, pourquoi ça peut nous rendre accros? Déjà parce que, en réalité, c'est pas gratuit. Vous avez l'impression, vous allez sur YouTube, je suis sûr que vous allez tous sur YouTube. Vous allez sur YouTube, les enfants? Oui. Et vous avez tous plus de 13 ans, j'imagine, ceux qui ont dit oui? Parce que c'est interdit sinon. Donc vous allez tous sur YouTube et vous vous dites, vous payez rien, c'est gratuit. Toutes les vidéos auxquelles vous avez accès, c'est gratuit. Alors il y a des abonnements premium, mais il n'y a personne, il y a 3 personnes qui ont pris cet abonnement. Donc c'est gratuit globalement, mais en fait c'est pas si gratuit que ça. Parce que quand vous regardez bien, vous connaissez ça? TikTok. Un des grands phénomènes de TikTok, un des plus grands phénomènes de TikTok, c'est ce jeune humoriste. Il est très drôle, ses vidéos sont marrantes et tout. Et vous vous dites, c'est super, on va aller voir, c'est très marrant et tout. Mais en réalité, avant d'aller sur TikTok, ceux qui y vont, et pareil, c'est 13 ans, donc ne dites pas si vous y allez. Avant d'aller sur TikTok, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez autoriser... vous n'avez jamais lu ça en fait, mais à un moment donné, ça s'est affiché sur votre écran. Ça s'est affiché, vous avez autorisé les publicités personnalisées. Et oui, parce qu'en fait, il y a des entreprises, des marques que vous connaissez tous, des Carrefour, des marques de jouets, des marques de ceci, des marques de cela. Eux, ils donnent de l'argent à TikTok pour qu'il y ait des publicités sur les écrans au moment où vous allez regarder vos petites vidéos. Et donc, ce qui les intéresse, c'est que vous, quand vous allez sur TikTok, vous voyez les vidéos que vous avez envie de voir, mais aussi les publicités. D'accord? Parce que si vous ne regardez pas les publicités, il n'y a plus d'argent. Vous voyez? Donc, c'est pour ça que ce n'est pas gratuit. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour que ça fonctionne. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour que vous ayez accès gratuitement à TikTok, à YouTube. Et si il y a des gens qui donnent de l'argent, c'est parce qu'ils veulent que vous voyez leur publicité et pas que les contenus que vous êtes venus voir au départ. Et donc, en fait, comment on paye? Tous. Si on ne donne pas d'argent, on va payer en donnant notre attention. Vous savez ce que c'est l'attention? Faire attention, être attentif. Vous voyez? C'est notre cerveau, en fait, qui est concerné. On a besoin de notre cerveau tous les jours. On est attentif, on est vigilant à notre environnement. On doit se concentrer pour faire certaines activités, pour faire des mathématiques, par exemple. Donc tout ça, c'est notre attention, mais en fait, on va payer avec notre attention. Il y a une phrase que vous pouvez retenir, adulte comme enfant, c'est que si c'est gratuit, en réalité, c'est que c'est vous le produit. Est-ce que vous voulez des produits, les enfants? Non. Vous êtes des êtres humains, vous n'êtes pas des marchandises, vous n'êtes pas des produits. Donc ça veut dire qu'il faut être conscient de ça. C'est gratuit, mais on est en train de vous demander quelque chose quand même, et on ne vous le dit pas franchement ce qu'on vous demande. Et ce qu'on vous demande, c'est de donner beaucoup de votre attention, et ça va être beaucoup de temps. Ouais, on parlait dans les petits sketchs tout à l'heure, on passe beaucoup de temps, on n'arrive pas à décrocher, etc. Tout ça, c'est comme ça que vous payez les vidéos qui sont, soi-disant, gratuites. Et comment ça va fonctionner, les réseaux sociaux? Vous connaissez ce petit sigle, vous l'avez tous vu, les 3 petits points. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a les 3 petits points? On est là, on attend. C'est génial, ça, comme technique. Ça s'appelle du dark design, c'est-à-dire du design maléfique. C'est-à-dire que, oui, pourquoi on a inventé ça? C'est BlackBerry qui a inventé ça pour les plus... ceux qui se rappellent encore du BlackBerry. C'est avant les iPhones, les enfants. Et 3 petits points, qui fait qu'on est en train de faire une conversation, de parler, et puis on dit, j'ai dit ce que j'avais à dire, je vais pouvoir raccrocher, je vais pouvoir reposer mon téléphone. Non. On a eu l'idée de mettre ces 3 petits points qui... il est en train d'écrire quelque chose à l'autre bout, donc je vais attendre sa réponse, et on attend. Et du coup, on reste sur les écrans, vous voyez? Donc ça, c'est un mécanisme qui fait que les réseaux sociaux, ils savent comment notre cerveau il fonctionne. Et ils nous font comme ça des petites astuces pour qu'on reste le plus longtemps possible. Parce que plus on reste longtemps sur les écrans, et plus, globalement, on va être exposé à des publicités, et plus ça va rapporter de l'argent, etc., etc. Vous voyez le mécanisme? Il n'y a pas que ça qu'on a inventé qui fait qu'on a envie de rester encore plus longtemps sur les écrans. C'est ça. Si vous êtes allé sur YouTube, donc c'est le cas, vous avez vu qu'à la fin de chaque vidéo, il y a un petit mécanisme comme ça qui a l'air de rien. Mais la vidéo, alors, il y en a une autre qui redémarre automatiquement à la fin. Ça s'appelle l'autoplay.
c'est marrant, on n'a rien demandé, pourquoi il y a ça? Pourquoi c'est si important que les vidéos redémarrent sans même qu'on ait choisi sa vidéo? On y va quand même pour choisir son contenu, on regarde, on a des youtubeurs qu'on aime bien, on a des contenus qui peuvent nous intéresser, et puis dès que c'est fini, il y en a une autre qui démarre. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En général, on la regarde, puis il y en a une autre qui démarre, on la regarde, on la regarde, on la regarde. Et qu'est-ce qui se passe à la fin? On reste longtemps sur les écrans. Vous voyez? C'est magique. Ils le savent très bien, YouTube, que ça fait ça. Et donc, c'est comme ça qu'on se retrouve à passer des fois plus de temps qu'on l'avait prévu au début, parce que c'est tellement facile, on n'a rien à faire, il y a des vidéos qui s'enchaînent, et puis les vidéos, elles s'enchaînent grâce, Thomas en parlait tout à l'heure, à des algorithmes, donc à des calculs, qui fait que si vous avez aimé cette vidéo-là, c'est que vous allez sûrement aimer celle-ci, et puis peut-être vous allez aussi aimer celle-ci. On a des intelligences artificielles qui sont pourtant bêtes, on l'a dit, mais elles savent apparemment ce que vous avez envie de regarder, et donc elles vous proposent plein de vidéos qui s'enchaînent. Et donc on nous promettait, dans cette fameuse autoroute du savoir, la diversité des savoirs, plein d'accès à des connaissances très différentes, mais en réalité, ce qui va se passer avec ce système, c'est qu'on va regarder toujours des vidéos qui se ressemblent. Et en réalité, on va avoir un périmètre très restreint de l'information qui existe pourtant sur les réseaux. Mais tous ces mécanismes font que pour rester longtemps, on va regarder toujours la même chose, et finalement, on va se couper de toute une partie de l'information. Ce qui est un autre problème avec les réseaux sociaux aujourd'hui. Autre chose, ça vous connaissez, tout ce petit sigle. On l'a tous d'une façon ou d'une autre, sur YouTube, sur nos téléphones, etc. Un petit chiffre. Ça s'appelle une notification. On a cru bon aussi, avec nos outils numériques, téléphone, ordinateur, qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, on avait besoin de le savoir. C'est comme ça, c'est comme si dans la rue, dès que quelqu'un avait envie de dire quelque chose, il viendrait vous interpeller. Hey, tu sais que j'ai mangé ça hier soir? Ah bon? Oui, ce serait bizarre en fait. Et regarde cette photo, t'as vu, c'est incroyable. Oui, merci, mais sur les réseaux sociaux, ça choque pas. On fait tout le temps ça. Et en plus, on envoie des notifications pour dire il se passe quelque chose de très important ici. Vous voyez, on sonne des cloches, comme la petite cloche tout à l'heure qui nous a dit il est l'heure de commencer cette conférence. Là, tout le temps, on est en train de nous envoyer des cloches, de dire il est l'heure d'aller regarder ce qui se passe ici. Sauf que les notifications, alors, ça va dépendre des âges, mais un adulte, il en reçoit pas loin de 150 par jour. 150 fois, on nous dit qu'il faut aller quelque part sur YouTube, sur ses SMS, sur ses mails, etc., parce qu'on reçoit des choses. Toute la journée, on nous sollicite, en fait, pour aller en permanence. Et là, on va voir un troisième mécanisme qui fait que on est tout le temps sur ces réseaux sociaux, on est tout le temps amené à aller sur son écran, parce que on nous dit c'est important, il faut y aller. Et souvent, c'est important pourquoi? Parce que j'ai reçu une publicité de Sephora qui me dit qu'il y a moins 30%. Okay. Et c'est tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Donc on nous dit que c'est important, puis après, en fait, c'est pas important. Et là, notre cerveau, il comprend plus rien. On est alerté en permanence. Vous connaissez l'histoire de Pierre et le loup, hein, au bout d'un moment, il s'amuse à tirer les cloches pour faire croire qu'il y a le feu. Et puis au bout d'un moment, plus personne ne le croit. Il dit oui, c'est encore Pierre qui a tiré la cloche. Puis quand il y a vraiment l'incendie, plus personne n'est suffisamment vigilant pour se rendre compte qu'il y avait vraiment un vrai feu. Voilà, c'est un peu ce qui est en train de se passer. On n'a pas mis de règles dans l'utilisation aujourd'hui de ces petites cloches. Et du coup, on est un peu débordé. Donc oui, on peut devenir accro aux réseaux sociaux parce qu'en fait, on ne maîtrise plus son temps. Voilà, on va suivre les petites cloches, on va suivre les petites vidéos qui s'enchaînent, on va rester suspendu à notre téléphone parce qu'il y a 3 petits points qui sont affichés et on ne voudrait surtout pas rater la seconde où le message va arriver. Et donc oui, on peut devenir addict, alors même si les médecins, les psychiatres, etc. ne sont pas d'accord avec le terme d'addiction, il y a quand même une forme d'addiction au numérique, plus qu'aux écrans en réalité. L'écran en lui-même, je ne suis pas sûr que ce soit un problème, c'est qu'un objet, après tout, vous voyez. Ce n'est pas tellement l'écran qui est problématique, parce qu'on peut faire des belles choses sur les écrans. Et on verra juste après. Il ne s'agit pas de diaboliser l'écran en tant que tel. Tout dépend de ce qu'on y fait. Par contre, ce qui peut rendre addict, c'est certains mécanismes du numérique. La sursollicitation, ça nous rend addict, vous voyez. Donc, distinguer un tout petit peu ça. Et ça veut dire qu'il y a au moins quelques petites solutions qu'on peut imaginer pour éviter ce genre de situation, vous voyez. Parce qu'aujourd'hui, plus on est comme ça attiré par les réseaux sociaux, par tous ces petits mécanismes dont on a parlé, et plus on va être dans ce genre de dîner de famille que vous connaissez tous, et on se coupe, on n'est plus dans le lien, on n'est plus avec les autres.
Donc au lieu de profiter du temps qu'on a ensemble, ben voilà, on s'isole et on se met de côté et on passe à côté de certaines choses de la vie. Et puis peut-être un peu plus grave des fois, c'est qu'on est tellement attiré par les réseaux, avec tous ces petits mécanismes qui nous y emmènent, ben que des fois on perd la vigilance, on perd notre attention justement, puisqu'on la concentre sur notre écran, on perd l'attention qu'on a sur notre environnement direct. Et combien d'accidents de vélos, de voitures, etc., liés à ça? Parce qu'on est persuadé qu'on est capable de faire deux choses en même temps. Ben, grand scoop, l'humain n'est pas capable de faire deux choses en même temps. Ni les hommes, ni les femmes. Par ailleurs. On peut faire que des choses qui sont automatisées. C'est-à-dire que je peux marcher, manger un sandwich, oui, mon corps il va arriver à se coordonner. Parce que c'est des choses très automatiques, notamment marcher. Mais regarder mon environnement et regarder mon écran, c'est deux activités qu'il faut réfléchir à mon cerveau. Le cerveau, il ne sait pas faire. Quand il sait faire, ça s'appelle le multitasking. C'est très rare, il n'y a que quelques personnes dans le monde qui sont capables de faire ça. Donc, la majorité des gens ne savent pas faire ça. Et en plus, c'est fatigant pour notre cerveau, et en plus, c'est dangereux. Donc, face aux réseaux sociaux, il y a plusieurs choses à faire, mais il faut surtout prendre soin de son cerveau. Parce que finalement, à force, tout ça, on se coupe du monde, on est moins vigilant, et puis on prend plus soin de son cerveau. Alors comment on peut faire? La première chose, les parents, forcément vos enfants ils ont des écrans, c'est un peu incontournable. Il y a des petites choses à faire. Alors c'est pas évident. Je vous dis, les fabricants ne facilitent pas la tâche pour aller faire ça, mais supprimer les petits points, c'est possible. Oui, supprimer l'autoplay. Alors ça c'est très facile. Il suffit de le cocher. Vous voyez, une petite. Voilà, il faut désactiver ça et obliger vos enfants au moins à désactiver l'autoplay, s'il vous plaît. Et puis les notifications, on n'en met pas. On va dans les paramètres et on a rien sur Internet ou sur TikTok ne justifie d'être interrompu dans la journée pour nous dire il y a une nouvelle vidéo qui est ça. Rien ne justifie ça. Une cloche, c'est très important pour savoir s'il y a un incendie, pour voir s'il y a une voiture qui klaxonne dans la rue, mais c'est pas important que notre téléphone y sonne pour savoir qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort. Donc ça, c'est le petit mécanisme, et il y en a plein d'autres. Il faut aller dans les paramètres et enlever tout ce que vous pouvez. Et laisser juste les contenus. Voilà, il y a des choses intéressantes quand même sur les réseaux. Et le reste du temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cultiver son attention. Parce que c'est intéressant, les réseaux. Il ne s'agit pas de dire il n'y a rien à y faire, on n'y apprend rien. Il y a plein de choses, on peut apprendre plein de choses, on peut se divertir, on peut rigoler, et c'est bien tout ça. Mais ce qu'il faut, il me semble, c'est savoir cultiver son attention. Comment on fait pour cultiver son attention? Il faut se rappeler, pour répondre à la chanson de tout à l'heure, on a perdu la boussole. Moi, je vous en propose une boussole. Une petite boussole qui fait que si on s'assure qu'on fait bien le tour du cadran, qu'on va bien à tous les endroits, qu'on emmène notre cerveau, parfait, qu'on emmène notre cerveau à l'ouest, à l'est, au sud, etc. Et c'est ça que je vais vous montrer. Les réseaux sociaux, tout à coup, ça devient moins dangereux. Vous allez voir, parce que finalement, on va mieux maîtriser justement ce qu'on est en train de faire. Le but, c'est de prendre le contrôle, reprendre la maîtrise justement sur nos réseaux. Comment on fait? L'attention, justement, c'est de l'alerte. Et de l'alerte, voilà, c'est être vigilant tous les jours. Donc il faut s'exercer, il faut se rappeler que quand on est dans la rue, etc., notre cerveau il a besoin d'analyser notre environnement, donc on ne lui met pas un écran, ni même autre chose, ni même un magazine, quoi que ce soit. Voilà, il faut être concentré sur son environnement, il faut l'entraîner à être en alerte. Les réseaux sociaux, le problème, et notamment avec les sollicitations, c'est qu'ils nous mettent tellement en alerte tout le temps que finalement, il n'y a plus d'alerte. Voyez ? Donc ça, il faut cultiver notre cerveau, c'est se rappeler que voilà, il faut rester vigilant sur notre environnement. La deuxième chose, et là, notre cerveau, il en a besoin, et c'est les choses un peu positives aussi qui peuvent nous amener certains écrans, c'est l'immersion. Vous savez, l'immersion, c'est comme les poissons, quand on plonge dans l'eau, on a vu cet après-midi les plongeurs, en fait, on est en immersion dans l'eau. Notre cerveau, il aime bien s'immerger dans des choses. Et comment il fait pour s'immerger? Il va s'immerger dans des jeux vidéo, et vous voyez, je ne suis pas contre, il ne s'agit pas de dire les jeux vidéo, c'est mal, ça dépend, ça peut être bien, si c'est dans un sens de l'immersion. Oui, on va plonger dans un jeu, on va prendre le temps, on va réfléchir, on va mettre en place des stratégies, etc., on va jouer. Il peut y avoir des choses intéressantes qui se passent pour le cerveau à ce moment-là.
Sauf si les problèmes commencent quand on va commencer à jouer en réseau, parce qu'on va retrouver toutes les mêmes problématiques des réseaux dont on vient de parler. On est sollicité par les uns, par les autres, par les publicités, etc. Mais l'immersion, c'est très bien, et c'est exactement ce qui se passe quand on lit un livre. Quand on lit un livre, on plonge dans une histoire, on réfléchit, on imagine des choses. Vous voyez ? Et ça, notre cerveau, c'est très bon pour lui. On a besoin de ça, ça le repose. Et malheureusement, les réseaux sociaux, on pourrait se dire, les réseaux, c'est de l'immersion. Non, parce qu'il y a trop de fractionnement. Vous voyez ? Sur TikTok, des vidéos de 15 secondes, c'est trop rapide. On n'a pas le temps de s'immerger dedans. C'est toujours, on passe d'un truc à l'autre, on navigue, on scrolle. Vous savez ce que c'est le scrolling ? Voilà, on va faire défiler des pages, des pages, des pages. On a inventé en plus en 2006 le scrolling infini sur les smartphones. Donc en plus, on a trouvé un mécanisme pour que en fait, ça ne s'arrête jamais. Donc évidemment, on n'en sort jamais. Mais s'immerger, ça c'est important. Et c'est comme ça qu'on prend soin de notre cerveau. Et on peut faire du jeu vidéo, on peut faire du livre, on peut faire du cinéma, de la vidéo, etc. C'est bien, ça nous repose. L'autre dimension de la boussole, c'est la concentration. Notre cerveau, il a besoin de se concentrer tous les jours. Et pour se concentrer, c'est pas facile sur les réseaux sociaux, c'est pas vraiment le meilleur endroit. Et c'est pour ça que vous allez à l'école, les mathématiques, là on est en train de cultiver son cerveau et on le met en ébullition. C'est plus difficile de faire des mathématiques que de regarder des vidéos sur TikTok pour notre cerveau. C'est plus consommateur d'énergie, mais ça lui fait beaucoup de bien. Construire des jeux de Lego, des jeux de construction, etc. Tout ça, c'est très bien pour notre cerveau. Donc il faut le faire aussi. Et la dernière chose, notre cerveau, il a besoin de quoi ? Il a besoin de familiarité. Quelque chose aussi qu'on oublie à quel point ça peut être important, la familiarité de son environnement. Et c'est pour ça que décorer sa chambre, mettre des posters, faire sa déco, s'occuper un peu de son espace, ou faire une activité sportive. Alors le sport, c'est super, mais c'est surtout la régularité du sport. Vous voyez, à la différence des réseaux sociaux, quand on fait du sport, on y va toutes les semaines à l'entraînement, et puis le week-end, c'est les tournois, etc. Et ce rythme, c'est très, très, très important pour notre cerveau. C'est ça qui fait qu'on va bien, qu'on grandit bien, et qu'on réfléchit bien par la suite. Donc ça, c'est la familiarité. On a besoin de tout ça. Et la boussole de notre cerveau, c'est ça, c'est de l'alerte, faire attention à son environnement, être vigilant, s'immerger dans des jeux, dans des livres, se balader avec ses amis, en famille. Voilà, on s'immerge dans les forêts, on en parlait tout à l'heure. Oui, ça c'est super. Se concentrer, on fait ses devoirs, on planifie des choses, on fait des jeux de construction. La familiarité, on décore sa chambre, on fait une activité régulière, du sport, de la musique, ce que vous voulez, mais à un rythme régulier. Si on fait tout ça, on prend soin de notre cerveau. Et si on prend soin de son cerveau, alors on peut aller un peu sur les réseaux sociaux. Parce qu'une fois que vous aurez rempli de tout ça, vos journées, vos activités, etc., si vous faites bien tout ça, alors il restera un tout petit peu de temps pour les réseaux sociaux. Et dans ce cas-là, ça peut bien se passer et les écrans peuvent nous faire un petit peu de bien à ce moment-là. Je vous remercie. Ah, elle va vite celle-là, hein. Elle est dure, hein. Mais vous laissez, ça devient quand même. Hein? Super. Ça va toi? Bon, allez, on chante. Ah bon? Je sais pas, qui c'est? On articule, hein. On nous dit d'être swag, de surfer sur la vague. Et pour être à la mode, de suivre les codes. Faut acheter une nouveau jean qu'on voit dans la vitrine. Plus il essaie, plus on est ligne. On nous dit accepter, fait comme à la télé. Dans les séries, les pubs, c'est la bonne attitude. Suivre le mouvement, docilement, sagement. Probablement que l'on nous ment. Être ou ne pas être,
des gentils petits moutons qui veulent paraître sans se poser de questions, qui marchent et vont peut-être dans la même direction en faisant vert, vert, vert. Nous on ne veut pas être des gentils petits moutons qui veulent paraître sans se poser de questions, qui marchent et vont peut-être dans la même direction en faisant vert, vert, vert. On nous dit à toute heure, manger des hamburgers en buvant des sodas et surveille bien ton poids. Il faut avoir la ligne comme dans les magazines, viens dans le faux tout pour la prime. On nous dit est-ce que t'es toujours bien connecté, n'oublie pas ton portable, même dans ton cartable. Tout ça au texto, a suivi ma photo, c'est moi qui vous sur les réseaux. Être ou ne pas être des gentils petits moutons qui veulent paraître sans se poser de questions, qui marchent et fuient la même direction en faisant vert, vert, vert. Nous on ne veut pas être des gentils petits moutons qui veulent paraître sans se poser de questions, qui marchent et vont être dans la même direction en faisant vert, vert, vert. Être ou ne pas être des gentils petits moutons qui veulent paraître sans se poser de questions, qui marchent et vont peut-être dans la même direction en faisant vert, vert, vert. Nous on ne peut pas être, etc. Bravo. J'imagine que vous avez déjà tous trouvé un trèfle à 4 feuilles. Eh bien nous avons découvert un trèfle à 4 pas, grâce à Sabine Duflo. C'est un trèfle spécial, qui porte chance aussi, parce qu'il nous permet de mieux gérer notre usage des écrans. Nous avons découvert ce trèfle lors de nos défis sans écran à l'école. C'est un défi de 10 jours, pendant lequel on essaye de limiter au max les écrans, en les remplaçant par des trucs sympas, comme des activités en plein air, des jeux de société, de la lecture. Je vous invite à essayer, les adultes aussi. Merci d'accueillir chaleureusement Sabine Duflo. Alors, je vais présenter un peu. Je suis psychologue. Je travaille avec des enfants, des adolescents et leurs familles. Et ça fait à peu près 15 ans que j'essaye d'alerter au maximum les professionnels, les parents, toute la population sur un changement qui est en train de se produire, qui s'est déjà produit. C'est le fait qu'aujourd'hui, nos enfants, ils ne sont plus élevés par nous. Ils ne sont plus élevés par les enseignants. Ils sont élevés par des machines. On va regarder les temps tout de suite. Et ça, effectivement, ça change tout. C'est-à-dire que pour comprendre nos enfants, il ne faut plus les regarder avec nos vieilles cartes, nos anciennes lunettes. Il faut les regarder à partir de ce qu'ils regardent tant d'heures par jour. Alors, je vais vous raconter aujourd'hui ce que ça fait, ce que font les réseaux sociaux quand ils sont consommés jour et nuit par les adolescents. C'est-à-dire, je vais vous raconter mon travail parce que depuis 2 ans, je travaille dans une unité d'urgence psychiatrique qui reçoit des adolescents entre 11 et 17 ans. Et il y en a à peu près une par département. Et en fait, ce genre d'unité sature, c'est-à-dire qu'on a, dans toute la France, on en a, mais on n'arrive pas du tout à recevoir tous les enfants qui sont en détresse. Et donc, on en vient à des situations absurdes où on les fait sortir alors qu'ils ne sont pas du tout guéris, où on les met dans des lits comme ça, par terre. Alors, tous leurs problèmes ne viennent pas évidemment des écrans, mais ils occupent une place considérable dans leur vie, dans la vie de tous nos adolescents. Et en
en particulier de ces adolescents-là qui ont des taux d'exposition aux écrans, aux réseaux sociaux, aux jeux vidéo, etc., de plus en plus importants. Alors, je vais vous raconter donc ce que je vis au quotidien, mais avant, on va regarder une petite vidéo un peu pour détendre l'atmosphère. L'expérience a été menée dans 4 familles parfaitement banales des temps modernes, c'est-à-dire où des enfants ont les yeux rivés sur leur tablette. L'objectif est d'observer ce qui les poussera à quitter leur écran des yeux, alors qu'autour d'eux, la réalité change. Les parents sont complices de l'expérience. Début modeste avec changement des tableaux au mur, aucune réaction. Plus audacieux, la mère de famille est échangée avec une inconnue portant la même couleur de vêtements. Les enfants ne remarquent toujours rien. Comble de l'indifférence, de faux frères et sœurs, parfaits inconnus eux aussi, s'installent à table sans le moindre détournement de regard de ceux captivés par l'écran. Il faudra attendre la coupure d'Internet au moyen d'un brouilleur pour que les enfants découvrent que le monde réel autour d'eux a changé. Cette expérience, menée par une marque alimentaire pour promouvoir les repas en famille, a été réalisée sur un ton léger, mais sa démonstration est extrêmement préoccupante. Alors cette démonstration, Caroline l'a coupée et elle revient à dire que les écrans sont une drogue. Et bien sûr, on n'y passerait pas autant de temps si il n'y avait pas un aspect très addictif dont Tony Mahé a expliqué une partie concernant les réseaux sociaux. Alors, je vais terminer sans écran. Vous les avez déjà beaucoup regardés. Ça va permettre de faire votre taux quotidien d'écran, là. Donc, voilà, j'espère quand même capter votre attention sans écran, sans lumière derrière. Alors, le premier constat de ces écrans, c'est que nous les aimons beaucoup. Nous les aimons beaucoup. Nous, adultes, nous touchons notre smartphone en moyenne 2617 fois par jour. Voilà, c'est une étude de 2017, Scout, on le touche, touché là, comme ça. Donc, probablement en 2022, on le touche davantage. C'est-à-dire qu'on le touche évidemment bien plus souvent que nos enfants ou notre amoureux. Mais enfin bon, ça pourrait être gênant ensuite, mais quand même, 2617 fois. Alors, nous adultes, donc nous le touchons et puis nous le regardons aussi sans cesse. Nous le regardons en moyenne 4 heures par jour qui se répartissent principalement entre du smartphone, d'ailleurs là ça continue un petit peu là, la télé et l'ordinateur. Et ce chiffre évidemment a son importance parce que, comme l'ont dit les enfants imitent les parents. Donc effectivement, tout part de là. Les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'écoutent les conseils, disait un historien sociologue là, d'il y a à peu près une 60aine d'années. Les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'entendent les conseils. Donc évidemment, cette phrase-là, elle doit être à la base de tous les conseils de gestion ensuite des écrans. Alors, combien de temps regardent les enfants aujourd'hui les écrans en France? C'est une étude commandée par l'UNAF, l'Union nationale des familles, et l'Open, une étude Ipsos 2022. Là, vous vous accrochez. Les 0-2 ans, 3h11 par jour. Alors, c'est une moyenne. Ça veut dire qu'il y en a qui font moins, comme les enfants d'ici, et puis il y en a qui font plus, comme ceux, par exemple, que je reçois. 3-6 ans, 3h40 par jour. 7-10 ans, 4h42 par jour. 11-14 ans, 8h23 par jour. 15-17 ans, 10h38 par jour. Moi, ce que je reçois à l'unité, avant d'arriver à l'unité, aux urgences, c'était la nuit et la journée. Donc, ils ne mangent plus, ils ne prennent plus les repas avec les parents. Et évidemment, ça ne s'arrête jamais. Voilà. Alors, quels écrans pour les enfants? Entre 0 et 6 ans, c'est la télé, qui reste principalement le plus sollicité. Les 7-10 ans, la télé, toujours la console et la tablette. Les 11-14 ans, le chouchou arrive, le smartphone, qui vont vous réclamer, pour ceux qui ont des enfants en CM2, là, CM1, CM2, ils vont commencer à vous travailler au corps pour avoir le fameux smartphone à l'entrée. Voilà, ils ont les bons arguments, ils les connaissent déjà les arguments, donc il va falloir avancer des contre-arguments, si vous êtes opposé. La télé et la console, et à 15-17 ans, c'est du smartphone, un peu d'ordinateur et de télé.
Alors, pour quels usages? Là, ça concerne tous les enfants, enfants ados, entre 0 et 18 ans. Alors, c'est principalement regarder des vidéos courtes pour les tout-petits, mais aussi par le biais de YouTube, TikTok. Une vidéo moyenne sur TikTok, c'est 7 à 15 secondes. Voilà, puis il n'y a pas besoin d'appuyer là pour... ça s'enchaîne. Donc ça fait partie du principe d'addiction. Deuxième usage, écouter de la musique, regarder des clips vidéo. Et troisième usage, jouer à des jeux vidéo. Voilà, c'est 3 usages principaux. En 15e position, on a écouté des podcasts, mais ça concerne 0% des 11-14 ans et 3% seulement des 15-17 ans. Voilà. Alors, les réseaux sociaux, puisque c'est de ça que j'en ai parlé, eh bien, ils sont 48% des 7-10 ans déjà à en avoir, à aller dessus, si vous voulez, à s'y rendre, avec un nombre moyen de réseaux sociaux qui est d'environ 2. Les 11-14 ans sont 85% à les utiliser, ils ont environ 3 réseaux sociaux, et les 15-17 ans, ils sont 90% à les utiliser, environ 4 réseaux sociaux, c'est Snapchat, Instagram, TikTok, YouTube, je ne sais pas c'est surtout ça que je vois. Bon. Alors, et la possession d'un smartphone, cette fameuse possession-là, alors certains l'ont déjà, d'autres déjà s'y mettre, il faut commencer tôt quand même pour l'obtenir, parce que les parents parfois commencent à avoir des arguments. Ils sont 89% à posséder un smartphone à 12 ans et 20% se font offrir leur premier téléphone à 10 ans. Moi, j'ai des enfants qui l'ont eu dès le CE2. Ça ne leur a pas fait beaucoup de bien. Alors, donc, est-ce que ça nous fait du bien? Est-ce que ça fait du bien à un enfant, un adolescent, de passer sa vie les yeux rivés sur un écran? Alors évidemment, ce n'est pas un écran, c'est l'usage qu'il en fait, mais on ne va pas se mentir. Vous avez des enfants, les usages, ils sont récréatifs, ils sont ludiques. Aucun enfant ne passe son temps sur Wikipédia. Enfin, moi, j'en connais pas, ou sur un pot.gouv. Voilà. Donc voilà, ils passent leur temps sur des écrans ludiques qui sont faits pour les rendre captifs. C'est bien ça le problème. C'est pas que c'est fun, c'est que ça les rend captifs. Alors, après tout, chacun sera d'accord pour dire que priver un petit enfant de son doudou, c'est mal. Alors pourquoi priver un enfant, un ado, de ce qui le rend tellement désespéré quand il en est privé? C'est ma vie, disent les ados. Eh bien non, ça ne leur fait pas du bien. Tous les champs du développement sont atteints, et les principaux, le sommeil, l'attention, on a vu, le comportement et l'humeur. Alors, pour vous faire comprendre ça, j'ai 2 solutions. Soit je peux vous exposer les milliers d'études qui existent à présent sur le sujet. Ça risque d'être long parce que si vous entrez dans un moteur de recherche, vous allez sur PubMed, qui contient les références, si vous voulez, des études internationales, et vous tapez The Effects of Screen on Children, eh bien, vous allez trouver 176 898 études. Résultats, si vous voulez, résultats. Donc c'est énorme. Soit je vous raconte une histoire, puisque c'est la fin de la journée, on raconte une histoire d'un jeune que j'ai suivi dans l'unité où je travaille, qui regardait beaucoup les écrans, plus particulièrement le portable, puisque c'est un adolescent, et pas forcément ce qu'il fallait, mais forcément il regarde ce qui lui est proposé, ce que tout le monde regarde. Donc je vais opter pour la solution la plus courte. Et cette histoire, c'est une histoire vraie et une histoire inventée. C'est-à-dire que c'est vraiment arrivé, mais c'est arrivé j'ai pris des bouts d'histoire qui m'étaient racontés, mais souvent, à la fin de la journée, j'ai l'impression d'avoir entendu la même histoire plusieurs fois. Voilà. Alors, donc, je travaille dans un hôpital psychiatrique. Dans cet hôpital, il y a un bâtiment qui reçoit les enfants en situation d'urgence. C'est quoi une urgence psychiatrique? C'est quand, par exemple, un adolescent a pété un câble, il s'est mis à tout casser dans la maison, parfois même il a frappé quelqu'un d'autre, parce qu'il est très en colère, parce qu'on l'a empêché de faire quelque chose qu'il aime beaucoup faire et qu'il ne peut pas s'empêcher de faire. C'est aussi quand un adolescent a dans sa tête tellement d'idées noires, tellement de tristesse, qu'il veut arrêter de souffrir, il veut en finir avec la vie. Et souvent, il va chercher à se faire du mal, comme se couper, se gratter jusqu'au sang, parce que ressentir la douleur physique le détourne pour un temps de la douleur morale. Alors, c'est pas fun ce que je vais vous dire, mais c'est vrai. Le nombre de ces ados a considérablement augmenté depuis 3 ans. Ce sont principalement les filles. Alors, depuis 2019, les chiffres ont explosé avec plus de 126% de passages aux urgences pour des idées suicidaires chez les 11-17 ans et une augmentation de 30% des tentatives de suicide. C'est pas fun, mais je le dis parce que moi, ça me préoccupe et parce qu'on ne connaît pas la cause.
Et que moi, je pense qu'à partir du moment où un ado, un enfant ne vit plus une vie classique qui consiste à sortir, à aller dans les forêts, à se rendre à la mer, à faire des activités régulièrement, mais où il passe 15 heures, enfin, ou 12 heures de la journée sur un écran de portable, sur des réseaux sociaux, ça peut le rendre malade. Alors, ce sont surtout des filles que je reçois dans mon bureau à l'hôpital, parce que c'est comme ça, les filles ont toujours été plus nombreuses dans les services d'urgence psychiatrique. Les garçons, ils sollicitent avant, ou alors plus tard. Elles ont entre 11 et 17 ans. En gros, moi, on a une unité de 12 places, et il y a généralement 10 filles et 2 garçons. Là, on en a un seul. Voilà. Donc, elles sont surtout des collégiennes, parfois des lycéennes. Quand je les rencontre pour la première fois, je cherche toujours à comprendre d'où viennent ces idées noires, d'où vient toute cette colère. On ne peut pas le deviner au premier coup d'œil parce qu'elles sont belles, elles sont intelligentes et la plupart ont des parents qui les aiment et qui font ce qu'ils peuvent. Pour la plupart d'entre eux, je leur demande qu'est-ce que tu faisais avant d'arriver ici. Eh bien, ils avaient arrêté d'aller la plupart à l'école et ils passaient leur journée et leur nuit le regard fixé sur les écrans du portable. Alors pour les filles, les réseaux sociaux principalement, pour les garçons, les jeux vidéo et pour les deux, des séries sur Netflix ou autre chose, mais des séries. La plupart ont commencé à se rendre sur les réseaux sociaux avant 13 ans, ce qui n'est pas rare puisque je vous ai dit que 85% des 11-12 ans sont sur les réseaux sociaux. Alors, on va parler des filles, puisque c'est de elles. Souvent, les réseaux sociaux, elles y sont tout le temps, et elles le quittent parfois pour photographier, pour filmer, ce qu'elles font, et ensuite le poster, d'ailleurs tout ce qu'on fait, manger, se maquiller, surtout pour les filles, s'habiller avec un nouveau style de vêtements, se photographier plus ou moins dénudées, ce qui entraîne souvent des conséquences qu'elles n'ont pas du tout imaginées. Donc, mais rien d'extraordinaire, puisqu'elles sont des millions à le faire chaque jour. Sauf que pour elles, ce temps passé devant les écrans a pris le pas sur tout le reste. Elles ne font plus que ça. Et c'est là qu'elles pensent aussi trouver les solutions à leurs problèmes. Parce que quand on est sur les réseaux sociaux, on a des modèles, on discute, on est sous l'influence de modèles, comme vous l'avez dit, et puis on a aussi des solutions quand ça va mal. Par exemple... c'est ce que je vais vous raconter. Mais moi, le cas classique, c'est, je rentre en 6e, j'ai obtenu mon portable de longue lutte, je l'ai, je passe d'un système où j'avais une maîtresse tellement gentille qui fait attention à moi, à plein de professeurs, plein d'élèves qui vont dans tous les sens, dans les couloirs, ça se bouscule, ça chahute, et je me retrouve tout seul et je ne suis pas habillée comme les autres, je n'ai pas compris encore le code du vêtement, du machin. Et puis j'ai des moqueries, et un élève sur 2 est harcelé actuellement. Un élève sur 2. C'est les derniers chiffres. Bon, moi, ce que je vois, c'est 100%. Mais c'est des moqueries, c'est des petites choses un petit peu qui reviennent sans arrêt. Puis ça peut être des coups. Et puis comme c'est tout le temps, les profs, ils en ont marre, quoi. Alors quand on va signaler, on dit mais non, tout va bien. C'est l'éducation nationale quand même. Parce que s'il y en a 1 sur 2, ils ne peuvent pas être partout. Donc voilà. Donc ça fait qu'on se sent triste, quoi, qu'on se sent pas bien quand on est un garçon ou une fille. Et on va aller sur les réseaux sociaux, discuter. Puis il y en a d'autres. On se rend compte qu'il y en a d'autres aussi qui subissent les mêmes choses. On n'est pas seul. Ça fait du bien de ne pas être seul. Donc là, on se met à discuter. Et alors, elle se dit, qu'est-ce que toi, moi aussi, et toi aussi. Et tu fais comment ? Moi, je me scarifie, quoi. Voilà, je le dis rapidement, mais c'est une réalité. Il y a une augmentation massive. Toi aussi, etc. Et ensuite, c'est un challenge. À qui le fait plus ? Le plus profondément. Voilà. Et ça devient une solution, une mauvaise solution. Alors, pour que vous compreniez, je vais vous raconter une histoire inventée et à la fois fictive. L'histoire de Julie. C'est une collégienne qui est scolarisée en classe de 5e. Et comme tous les collégiens, elle a passé une année scolaire entre confinement et déconfinement quand je l'ai reçue en juin 2021. Elle est arrivée à l'unité à cause de ses crises d'angoisse à répétition au collège. Beaucoup de crises d'angoisse chez les jeunes qui vont voir l'infirmière scolaire. Parce que quand il y a un élève sur 2 harcelé, ça met du stress. Et quand l'infirmière peut la recevoir. Et aussi, donc, elle est venue à cause de ça et des scarifications sur les 2 avant-bras que sa mère a découvert récemment. Moi, toutes les filles que je reçois, elles ont des grands t-shirts et il n'y a pas que les avant-bras, malheureusement. Certaines de ces plaies étaient récentes et suintaient encore, mais d'autres semblaient plus anciennes. Et ce jour-là, donc, la mère de Julie, quand elle a vu ça, elle a compris que quelque chose n'allait vraiment pas.
Et donc, elle a emmené sa fille à ses urgences et elle a eu de la chance d'être reçue parce que ce n'est pas parce qu'on a ça qu'on va recevoir votre enfant aujourd'hui aux urgences. Bien sûr que non. Il y a beaucoup trop de demandes. Et quand elle est arrivée chez nous, eh bien, Julie, elle se morfondait seule. La maman de Julie est restée à la maison avec des « mais pourquoi ? Mais comment ? Depuis quand ?» Alors très vite, elle a été regardée sur le portable de Julie. Et ce qu'elle n'avait jamais fait auparavant. Et ce qu'elle a découvert l'a sidérée. Sur son compte Instagram, Julie, habillée en gothique, émo, envoie des déclarations enflammées à son amoureuse de 12 ans dans un langage assez cru, rempli de connotations obscènes. Elle se photographie dans des poses lascives et sur son historique, elle découvre aussi la consultation de sites de manga comme ça a l'air anodin, sauf que c'est des sites au contenu hyper sexualisé où Caroline discute sous un pseudo. Voilà, ça c'est du classique, je l'ai entendu je ne sais pas combien de fois. Alors j'ai commencé par recevoir seule Julie, elle avait un visage figé, inexpressif, avec la bouche tombante. Elles ont toutes ce même visage. Et ils ont tous le même visage quand on y reste 10 heures par jour. Je vous rappelle qu'on ne sourit, on a un visage rempli d'émotions parce que quelqu'un vous sourit ou vous renvoie une émotion. Si on est derrière un écran, eh bien effectivement, il n'y a plus de capacité à lire les émotions dans le visage de l'autre, mais aussi à en exprimer. Et donc, elle a ce visage un peu tombant avec la ride du lion, comme les personnes âgées. Et il faut que je pose à Julie des questions simples pour obtenir une réponse. Elle paraît ailleurs, comme hébétée. Elle me fait part de ses difficultés d'attention en classe. Ça, tous, ils le reconnaissent. Ces enfants qui passent beaucoup de temps. Qu'elle fait remonter à cette année scolaire. En général, ça tient la 6e et ça se dégringole en 5e. Les maths, elle me dit « je comprends rien ». En SVT, je suis nulle. Pourtant, jusqu'à présent, elle avait de bonnes notes. Elle a du mal aussi à trouver le sommeil. Je me couche tôt, mais ça ne vient pas. Bon, vous savez tous, je ne le redis pas, parce que quand même maintenant on sait, indépendamment du contenu, ces écrans diffusent en continu une lumière bleue, et cette lumière bleue, qu'est-ce qu'elle a comme effet ? C'est qu'elle stoppe la sécrétion de la mélatonine, qui est une neurohormone qui est indispensable à l'endormissement. Donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec cette situation absurde. On a énormément de gamins qui sont mis sous mélatonine, sans qu'on leur donne le conseil tout bête d'arrêter les écrans 1 à 2 heures avant de se coucher. Donc voilà, je lui fais passer aussi un test de personnalité qui montre une personne qui a manque de confiance en elle, parce qu'on prend confiance en soi en étant au milieu des groupes réels, avec des autres réels, et qui, sans capacité d'imagination, ses réponses alternent entre « je ne sais pas, c'est quoi ça ?» Alors, quand elle vient voir sa fille hospitalisée depuis une semaine, sa mère ne peut s'empêcher de lui poser des questions, gentiment, sans lui faire de reproches. Elle lui dit qu'elle s'inquiète, qu'elle veut la protéger. Elle s'est autorisée à aller regarder sur son portable. En apprenant que sa mère a été fouillée dans son portable, la jeune fille muette et apathique se transforme en une véritable furie. Elle se met à traiter sa mère de tous les noms, les pires que j'ai jamais entendus. Là, elle touche à quelque chose, la mère, que la fille ne supporte pas parce qu'elle sait au fond d'elle qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, qu'elle a fait quelque chose qui n'était pas bon pour elle, mais avec lequel elle n'est pas en paix. Donc je reviens en arrière pour essayer de comprendre qu'est-ce qui a amené Julie, bonne élève, mignonne, etc., à tomber dans cette espèce de spirale. C'est en 6e que madame a acheté à Julie son premier téléphone. Alors c'est là que les CM2, enfin 10 ans, commencent à me détester. Et pourquoi elle lui achète ? Parce qu'elle s'inquiète pour le trajet entre le domicile et le collège que Julie devra parcourir seule. Alors, elle a bien tenté de lui dire « il n'y a pas de problème, ma chérie, je vais t'offrir un vieux Nokia avec des touches ». Mais Julie, elle lui dit « mais maman, je ne le sortirai même pas dans la cour d'école. Un téléphone pour téléphoner. Mais c'est fou, ça ». Donc, évidemment, elle se retrouve équipée d'un smartphone 4G, 5G. Donc, au départ, Julie l'utilisait peu. Elle acceptait de le rendre à sa maman à 18h30. Et puis, Julie a demandé intelligemment, gentiment, d'augmenter le forfait. Oui, parce qu'elle en avait besoin dans certains cours. Alors au début, la mère a dit « mais je ne te crois pas ». Mais si, c'était vrai en plus. Il y a des profs qui disent « maintenant, regardez, vous allez tous photographier ça, et puis après ça, vous l'envoyez ». Voyez ? Ou on en a besoin là pour coder, par exemple, ou je ne sais pas. Enfin voilà. Bien sûr qu'il y a des profs qui le demandent. Donc là, ça devient le piège. Et puis aussi, on sait bien maintenant, pour faire ses devoirs, il faut surtout un ordinateur pour aller sur moncartable.net, etc. Et ça, c'est le piège, parce qu'à partir du moment où on est sur l'ordinateur, l'enfant, entre moncartable.net et les réseaux sociaux, il n'y a pas
du point de vue du choix, il n'y a pas de choix possible. Hein. Voilà. Alors, je termine parce que tu m'as dit stop et j'arrive très, très vite. Merci. Mais il faut quand même connaître la fin de cette histoire. Voilà. Et puis, donc, elle a accepté. Et puis, ensuite, le réveil est tombé en panne. Je vous dis tous les trucs qu'ils vont utiliser. Le réveil de Julie, le réveil classique. Alors là, du coup, j'ai accepté qu'elle l'utilise pour se réveiller le matin. Donc, évidemment, je ne peux plus vérifier si le soir, elle l'éteint complètement et elle le met, voilà. Voilà tous les pièges. Et à partir de ce moment-là, évidemment, elle s'est mise à passer beaucoup plus de temps dessus. Les réseaux sociaux, Snapchat, Instagram, TikTok, occupaient tout son temps libre. Mais au niveau des notes, ça tenait. Bah oui, parce que l'enfant, il tient toujours avec ses réserves. Il y a un an de décalage environ. Hein. J'osais rien dire, d'autant qu'elle se mettait en colère dès que je parlais de ce portable ou lui enlever. Et puis moi, vous comprenez, je ne suis pas trop sur les réseaux sociaux, madame, un peu de Facebook, mais bon, voilà. Quelques mois après la rentrée de 5e, Julie s'est mise à avoir l'air très préoccupée. Elle passait toujours plus de temps dans sa chambre sur les réseaux sociaux, à discuter avec les copines du collège. Elle a refusé à la rentrée que je l'inscrive à l'athlétisme, comme elle le faisait pourtant chaque année. Ça, c'est un signe, tiens. Elle a dit « Non, mais tu comprends, maman, maintenant on a beaucoup de devoirs. » Et puis un jour, elle a déclaré qu'elle avait une amoureuse, une jeune fille de sa classe. Alors, j'appréciais pas trop cette fille parce qu'elle n'avait pas l'air d'aller bien, elle s'habillait tout en noir. Je ne comprenais non plus pas tellement ce que ça veut dire avoir une amoureuse à 12 ans, mais bon, plus je cherchais à discuter avec elle, plus je lui proposais des activités à faire ensemble, plus elle me rejetait. Je me disais, c'est peut-être ça l'adolescence aujourd'hui. Mais maintenant, vous comprenez, Madame Duflot, j'ai peur. Parce que quand elle sortira de l'hôpital, le portable, j'ai pas très envie de lui rendre. Mais j'ai peur, moi, de sa réaction. Je sais qu'elle va tout faire pour le récupérer. Une fois, elle m'a frappée. Une autre fois, elle a menacé de se suicider si je lui rendais pas. Alors, aidez-moi, qu'est-ce que je dois faire? Alors, qu'est-ce que je vais répondre, moi, à cette maman? Est-ce que j'ai la solution qui va permettre de résoudre son problème rapidement? La réponse est non. Ça va prendre du temps. Il va falloir que je reçoive Julie, que je l'amène à reconnaître que tout ne va pas si bien dans sa vie. Par exemple, le sommeil, les difficultés d'attention en classe. Ça, en général, ils le reconnaissent. Et par ce biais, je vais essayer de la convaincre de moins utiliser son portable, de mieux l'utiliser. Et puis, il va surtout falloir qu'elle et sa mère arrivent à se parler, qu'elle prenne appui désormais sur sa mère, sur son père, et non plus sur les réseaux sociaux. Mais si la maman de Julie était venue me voir 1 ou 2 ans auparavant, avant que Julie n'acquière son premier portable, voici les conseils que je lui aurais donnés. D'abord, la fameuse règle des 4 pas. Ça, c'est valable pour toute la famille. Pas d'écran le matin, parce que c'est là que l'attention de l'enfant est la plus forte. Pas d'écran pendant les repas, parce que c'est à peu près le seul moment dans la journée où les parents et enfants mangent ensemble. Pas d'écran dans la chambre de l'enfant, le plus longtemps possible, parce qu'à ce moment-là, vous allez perdre tout contrôle sur le temps qu'il y passe et le contenu. Et pas d'écran le soir, juste avant de se coucher, parce qu'à ce moment-là, vous décalez l'endormissement. Et puis, voici comment j'aurais parlé à la maman de Julie. Je suis désolée, je termine. J'aurais dit à la maman, surtout ne cédez pas aux demandes pressantes de Julie. Mettre un téléphone portable connecté dans la poche de votre enfant, c'est comme l'équiper d'un revolver. Il peut se blesser et blesser gravement les autres. Parce qu'à 11 ans, on n'est pas prêt à s'aventurer sur les réseaux sociaux. À 13 ans non plus. À 15 ans, ce serait peut-être mieux. Donnez-lui d'abord un téléphone à touche, un téléphone pour appeler, si vous pensez qu'il est nécessaire de le joindre quand il sort du collège. S'il vous dit qu'elle ne pourra pas se faire d'amis, si elle n'a pas un téléphone portable, répondez-lui que ceux qui pensent ainsi ne sont pas dignes d'être ses amis. Dites-lui que la capacité à se faire des amis est en nous. Elle n'est pas sur un réseau social. Continuez à l'inscrire à des activités qu'elle aime faire ou qu'elle aimerait découvrir. Dites-lui que vous dites non parce que vous voulez la protéger. Et puis, quand vous rentrez chez vous, juste avant de rentrer le soir, fermez votre portable, allez trouver Julie et demandez-lui comment s'est passée sa journée. Demandez-lui de vous aider à préparer, par exemple, le repas, etc. Votre enfant n'est pas un locataire, vous n'êtes pas colocataire. Voilà. Donc, les conseils généraux pour toute la famille, et je termine là-dessus. Internet accompagné au début toujours, l'ordinateur dans le salon le plus longtemps possible, le téléphone portable le plus tard possible. Continuez toujours à regarder des films avec son enfant, son adolescent, à s'intéresser à ce qu'il regarde sur l'écran et sur l'ordinateur. Chaque soir, on ferme tous les écrans à heure fixe pour toute la famille, parce qu'on ne peut pas dire, comme l'ont très bien dit les enfants, maintenant t'éteins et continue à le regarder. Donc, une seule règle pour tous, éteindre tous les écrans 1 heure avant le coucher.
Les portables doivent être déposés dans une boîte, dans un endroit commun dans le salon, prendre un vrai réveil pour se réveiller, et les contenus très addictifs comme les jeux vidéo, les séries sur Netflix, réservés pour le week-end et les jours sans école. Et je terminerai par encore cette citation que j'aime bien, « Les enfants suivent les exemples mieux qu'ils n'écoutent les conseils ». Alors, est-ce qu'il y a des questions? On a 5 minutes pour nos questions-réponses. Ah, les 4 pas de Sabine, le fameux trèfle à 4 feuilles qui nous a tellement aidé à Living School. Alors, je te laisse répéter. D'abord, il existe sur le site, mon site sabineduflo.fr, ou le site du collectif que j'ai créé sur exposition écran. Et il a tellement plu qu'il existe dans 15 langues. Voilà, donc si vous parlez le maori, eh bien vous le trouverez en maori. Donc c'est pas d'écran le matin, parce que c'est le matin en fait où tes capacités à te concentrer sont les plus fortes. C'est pour ça que les maîtresses, les choses importantes, elles les mettent le matin en général. Et si il sait l'enfant qui peut en mettre le matin, eh ben, il aime tellement il aime tellement ce qu'il voit qu'il va se mettre un réveil dans la tête, il n'y a même pas besoin de réveil, il va aller regarder son film préféré. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en mettre le matin, comme ça votre enfant il dormira certainement un peu plus longtemps. On n'en met pas pendant les repas parce que c'est le moment où on peut échanger, parents et enfants. On n'en met pas dans la chambre de l'enfant parce qu'à ce moment-là, on ne sait pas du tout combien de temps il va rester dessus ni ce qu'il va aller regarder. Et avant de se coucher, on l'éteint à peu près une heure avant, 2 heures avant. Voilà. La vidéo, elle n'a pas été un tout petit peu abusée quand même, non? Non, ça reflète bien l'effet de captation, mais tu as raison, c'est une vidéo de publicité pour une publicité alimentaire. Mais bien sûr, c'est pratiqué. Donc, signalez-vous en levant la main, vous pouvez donner votre prénom et dire pour qui est votre question, puisque on avait 3 intervenants, on les a toujours avec nous, donc n'hésitez pas. Et des questions d'enfants aussi, c'est bien, les grands et les enfants. Zaïja. Alors, bonjour, merci pour tous. En fait, ma question, c'est aujourd'hui, j'ai un enfant qui rentre dans le 16e, que son école qui impose que chaque élève qui a un iPad comme outil de travail. Du coup, on a suivi, ça peut arriver. Officiellement, ils sont sur 3 à 4 heures sur l'écran à l'école. Donc, c'est énorme pour nous parce qu'avant, il a fait Living School, donc il avait 0 écran. Et du coup, entre 0 écran et beaucoup d'écrans, et entre la frontière d'utiliser l'écran comme loisir et utiliser l'écran comme outil de travail, parce qu'ils n'ont plus de manuel, tout est sur iPad. Et du coup, voilà. Du coup, je pense qu'il y a beaucoup de terrains un peu comme ça, que les enfants sont très, très rusés. Et voilà. Quand l'école devient prescriptive, c'est le piège. Alors, évidemment, en principe, c'est pour des usages à partir de la 6e, vous dites, ou ouais, c'est pour des usages pédagogiques, mais bon, c'est effectivement un piège, d'autant que l'écriture permet un phénomène d'apprentissage, la prise de notes. À part vous regrouper auprès de parents d'élèves, d'associations comme Lève les yeux, de nos associations, je pense que les choses changeront que par le biais des groupements de parents d'élèves. Alors, on peut toujours dire que c'est des usages pédagogiques à l'école, mais alors là, moi, je peux vous dire que la facilité des gamins à faire sauter les leviers et aller être sur YouTube, regarder, je ne vous dis pas quel contenu pendant le cours de maths, c'est sûr que le prof de maths, il a la paix, il trouve que le cours s'écoule tranquillement, et les élèves aussi, mais ils ne regardent pas la même chose, simplement. Deux autres questions, me dit Vladimir, parce qu'on est timé. Bonjour. Moi, j'ai 3 enfants qui aujourd'hui ne regardent pas la télévision, que très ponctuellement le week-end, un tout petit peu, mais un jour, on grandit. Et ma question à moi, parent, c'est comment introduire l'écran, parce que là, la grande, elle a 9 ans, et progressivement, on sent aussi qu'il y a besoin aussi d'apprivoiser.
Et quelles sont vos recommandations pour qu'on puisse accompagner nos enfants dans cet apprivoisement et cet apprentissage des usages des écrans? Je pense qu'il y a deux choses, c'est-à-dire c'est ce que disait bien Anthony Mahé, il y a l'écran comme support, par exemple pour des films ou des choses comme ça. Là, vous allez faire des choix de films éclairés, ça veut dire d'abord des choses qui vous ont plu. Je pense que c'est la meilleure chose. Et puis, si vous ne savez pas, parce qu'il y a une production qui est énorme, je vous recommande le site américain commonsensemedia.org. Alors ça, c'est vraiment... moi, je suis au CSA aussi, en tant que... Arcom, expert jeune public, et il le regarde tout. C'est le site qu'ils consultent tous pour leurs enfants. Common Sense Media, donc ça va vous orienter sur les... Bon voilà, il y a le point de vue des parents, des professionnels et de l'enfant. Après ça, la question du numérique, je vous dis, comme c'était montré dans la petite vidéo, le piège, c'est... c'est qu'effectivement, à partir du moment où l'enfant a accès à un Internet sans contrôle parental, c'est pour ça qu'on en a parlé, il a accès à absolument tout. Il peut voir toutes les scènes, il a accès à des choses magnifiques, de la connaissance, mais il a aussi accès à des contenus hyper violents, hyper sexualisés, et il peut rentrer en contact avec des gens qui sont à milliers de kilomètres et qui peuvent avoir un discours pour lui extrêmement important. Donc, c'est repousser évidemment la limite d'âge et discuter avec son adolescent, avoir un bon dialogue, c'est-à-dire faire en sorte que dès que quelque chose va mal dans son environnement, il sait qu'il peut en parler à ses parents. Voilà. Moi, là, je vous fais la leçon, mais j'ai 3 enfants. Ils ont eu à des âges différents. Ma dernière, elle l'a eu en 6e. Mais il y a toujours eu, par contre, un dialogue très important. Voilà. Et puis, évidemment, il y a des choix d'école, comme ça a été souligné. Toute dernière question. Ah, ici, là. Ah oui, très bien. La jeune fille, là. Si tu peux nous donner ton prénom. Je m'appelle Anna. Je voudrais poser une question parce que vous avez dit dans les recommandations aux parents de regarder dans l'historique parfois, sauf que parfois, par exemple, si je discute avec mes amis, j'ai pas trop envie que mes parents ils sachent de quoi je parle. Du coup, comment on pourrait faire? J'ai pas dit d'aller regarder, j'ai pas dit d'aller comme recommandation, mais en fait, là, c'est un cas extrême, puisque tu as vu dans cette histoire, sa fille, elle était en danger, donc elle s'est demandé d'où ça venait. Mais je pense que la chose qu'on doit faire quand on est un ado, c'est là, est-ce que ce que j'écris, est-ce que ce que j'envoie comme photo, je serais capable je supporterais que mes parents le lisent ou le voient. Et ça doit être ta limite. Alors un grand merci d'avoir suivi cette session avec nous. On va remercier, applaudir les enfants parce qu'ils ont été là pour les 2 sessions. Bravo, bravo, bravo. Et un immense bravo à nos intervenants, à Thomas, Anthony, Sabine et Monsieur No des Enfants Fantastiques. Très belle soirée à tous, très bonne continuation. Je crois qu'il y a une projection ce soir du film Un monde nouveau de Cyril Dion. Si vous ne l'avez pas vu, allez le voir. En tout cas, il est visible sur Arte également. Magnifique film, documentaire en 3 parties à voir. Voilà, et bonne gestion des écrans.